Salut à tous, bienvenue dans Mark & Strat. Au programme cette semaine, la pub n'est pas un miroir et les Français le regrettent. 40% d'entre eux ne se reconnaissent pas dans la publicité aujourd'hui en raison de son manque de diversité. À la conquête du monde, Josiane a lancé il y a quelques mois un déploiement à l'international avec un modèle particulier qui lui permet de grandir sans grossir, une stratégie qui lui permet de devenir la plus petite des multinationales de la pub. Et puis Noël en campagne, car qui dit Noël dit campagne de Noël. Et comme chaque année, bien c'est la publicité la plus attendue de la période, celle de Coca-Cola. On décrypte la relation de la marque avec cette fête et surtout les objectifs de ces traditionnelles campagnes. Bienvenue dans Mark & Strat, c'est l'épisode 13. Et il y a quelques semaines, avec Nina Kuros, Head of Business chez The Good Company, on est revenu sur le manque de diversité dans la pub. Oui, c'est une très bonne question et c'est un des résultats justement qui nous a sauté un peu aux yeux. Je pense que le mot représentation est très important parce qu'on peut avoir de la diversité, ça ne veut pas dire forcément qu'on représente les gens. Et justement, je pense que dans cette deuxième édition du baromètre, c'est ce qu'on commence à voir, c'est qu'il y a de la diversité dans la publicité. Alors, il y a un peu et il y a un peu plus de année en année, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de la représentation. Donc, quand les gens ils ne se retrouvent pas, c'est parce que à travers les attitudes ou les modes de vie qui sont représentés, ils ne se retrouvent pas dedans. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que finalement les Français se retrouvent dans ces publicités ? Je pense que c'est justement ça. Je pense que c'est aujourd'hui les marques, ils ont un besoin de dépasser une représentation qui est une représentation surface ou une représentation purement physique pour aller vers des attitudes. Il y a plusieurs manières de le faire. Nous, dans notre approche, pour moi, il y a une règle d'or. Je vous parle en tant que planeuse stratégique. C'est vraiment d'aller à la rencontre des personnes qu'on est censé représenter. C'est d'aller comprendre les consommateurs, les consommatrices. C'est de faire des focus groups, c'est de faire des tests, des études quanti ou quali. C'est de faire des études ethnographiques. C'est vraiment de faire la recherche pour comprendre quels sont les points de vue des consommateurs et consommatrices d'aujourd'hui, les personnes qu'on va représenter, les impliquer vraiment dans la démarche. Si on est censé les représenter, il faut bien qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans la conception de la communication, de la publicité qui est autour. Alors, il y a quand même quelque chose que je trouve très paradoxal, c'est que 3 Français sur 4, selon ce baromètre, ont l'impression que les marques font des efforts. Donc on se dit, OK, c'est plutôt positif. Et en même temps, 67% d'entre eux pensent que les marques manquent de sincérité dans leurs efforts. Comment vous expliquez ça ? Oui, c'est vraiment ça. C'est une manque de sincérité, c'est une manque d'authenticité. C'était ça le sujet de notre webinaire avec Kantar cette année. Moi, je suis plutôt positive. Je pense que les marques, elles font les efforts. C'est une démarche de progression. Elles apprennent, elles trouvent leur manière de le faire. Et c'est vraiment ça. Il faut que chaque marque s'exprime sur ce sujet de diversité et inclusion avec une communication qui soit en lien avec leur ADN. Et avec le profil de leurs consommateurs au-delà du profil socio-démographique. Mais c'est très compliqué pour une marque parce que si elle engage des efforts et que derrière elle est taxée d'opportunisme, c'est pas que ça va la décourager, mais un peu quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui sont découragées et il faut pas. Moi, vraiment, et c'est chez The Good Company, on lutte pour ça. On lutte pour que les marques et nos clients ne soient pas découragés. Après, il y a beaucoup de différentes manières de faire une communication inclusive. On n'est pas obligé de faire une communication qui est une grande publicité manifeste, déclarative, un très beau film. C'est à chaque marque de trouver leur patte, leur manière de faire, par rapport aux propos, par rapport au sujet de la publicité. Dans notre approche, quand on accompagne nos clients, la D&I, ça peut passer par
le casting, comme ça peut passer. C'est un peu la manière la plus évidente de le faire. C'est un peu le premier niveau, c'est la base. Pour aller plus loin, il faut aussi passer par l'histoire racontée, par le propos. Et finalement, un peu le plus engagé, ça peut passer par la mission de la marque ou même le produit ou service en question qui est lui-même un produit ou service inclusif. Est-ce que vous constatez, j'ai vu une étude Ipsos récemment sur ce sujet, que les campagnes dans lesquelles finalement les Français se retrouvent le plus sont plus performantes que les autres ? Oui, bien sûr. Et Kantar, d'ailleurs, ils ont parlé de ça dans leur webinaire. Ils le mesurent. Donc, eux, ils ont des outils de le mesurer. Nous, chez The Good Company, donc, on va travailler avec des instituts d'études tels que Kantar pour avoir les chiffres qui le prouvent. Sinon, c'est aussi à travers des échanges, vraiment, avec les consos où on va pouvoir voir que ceux qui sont le plus efficaces sont ceux aussi dans lesquels ils se retrouvent le plus. Je prends l'exemple de notre campagne pour la Massif. C'est une campagne où on a fait le choix de faire des sociétaires de la Massif les porte-parole de la communication, parce que la Massif doit représenter la totalité de la société française. Donc, il n'y avait aucune autre manière d'être le plus authentique que possible que de les mettre au cœur, les sociétaires au cœur de la communication. Et cette campagne qui a gagné des AFI 2 années de suite. Donc, pour nous, ça montre aussi que cette approche est performante. C'est quand même plus facile quand on est une marque comme la Massif où finalement, effectivement, il y a un sujet de représentativité des Français que je ne sais pas si on est une marque d'un produit de consommation de tous les jours, c'est peut-être un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles finalement les marques ont plus de difficultés que d'autres ? Moi, je pense que c'est une fausse difficulté. On peut prendre l'exemple des publicités de yaourt, par exemple, parce que traditionnellement, ils sont un peu ça, le plus cliché, le plus stéréotype d'une famille parfaite, blanche, CSP+, etc. Alors que les consommateurs de yaourt, c'est tout le monde. Donc, il y a des manières d'avoir une communication inclusive dans vraiment tout. Et on peut penser que le yaourt, c'est pas le sujet pour avoir de la D&I, mais au contraire, à chaque fois qu'on va représenter, c'est vraiment ça, c'est à chaque fois qu'on va représenter les consommateurs ou la société, il faut comprendre qui est réellement la société. Et c'est une société, aujourd'hui, d'autant plus qu'avant, une société qui est diverse, qui vient de cultures diverses. Moi, je suis une bonne exemple de ça aussi. La France, aujourd'hui, est tous différents types d'origines différentes, couleurs de peau, religion, culture, etc., différentes. Est-ce que vous ne pensez pas que quand même le manque de diversité aujourd'hui dans les publicités est un peu le reflet du manque de diversité au sein des agences aussi ? Je pense que ça pourrait être ça aussi. Et justement, quand on parle d'impliquer les bonnes personnes dans la conception, ça vaut aussi pour les équipes créatives qui vont travailler sur le sujet. Si c'est un sujet qui est radicalement féminine, je pense qu'il faut impliquer aussi les femmes là-dedans. Alors, les agences aujourd'hui, je pense qu'ils ont beaucoup plus de parité qu'avant. Mais c'est vrai aussi qu'une bonne publicitaire doit pouvoir représenter tout type de personnes, même s'ils sont différentes qu'eux-mêmes. Parce que justement, si ils doivent représenter des gens qui sont différents d'eux-mêmes, ils doivent aller à la rencontre de ces personnes. Ils doivent échanger avec eux, comprendre leur point de vue, leurs expériences, leur manière de regarder, de voir le monde et de voir le sujet en question. Aujourd'hui, quand vous avez un client qui vient vous voir, un annonceur avec un brief, est-ce qu'il met ce sujet de la diversité et de l'inclusion sur la table ou est-ce que finalement la balle, elle reste encore à ce stade dans votre camp et c'est vous plutôt qui poussez les annonceurs à prendre cette voie ? Oui, alors ça dépend vraiment du sujet et c'est souvent les agences et je pense que c'est vraiment la responsabilité aussi des agences d'intégrer ça dans leur approche. Et de faire un travail qui est un peu un travail au long terme, justement, de convaincre leurs clients, de les accompagner sur la bonne manière de le faire. Voilà, Nina Quiroz, Head of Business chez The Good Company, qui était avec nous il y a quelques semaines.
En agence cette semaine avec Laurent Alias, bonjour. Bonjour Aurélie. Laurent, fondateur de Josiane, agence d'idées. J'ai vu, c'est le claim sur votre site. C'est quoi une agence d'idées versus une agence créa ? Bon, c'est un autre mot pour dire la même chose. Hein. On est dans la pub, non. En fait, on voulait revenir à une forme de simplicité. Je pense quand on a créé l'agence il y a 9 ans, il y avait l'idée de se dire, on revient déjà à la marque. On se concentre sur l'idée, on n'essaye pas de tout faire et donc de rien faire. Et c'est pour ça qu'on a aussi un modèle qui s'est dessiné au fil des années sur une volonté plutôt de grandir plutôt que de grossir. D'où voilà, cette forme de simplicité, revenir un peu à l'os, au bon sens. Il y a un côté très bon sens paysan chez Josiane. Alors, votre manifeste, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, sur le site, il dit « La première voie est la convention, la deuxième voie est son contre-pied, c'est la rébellion, la troisième voie, c'est celle de l'honnêteté et de l'ambition, c'est la voie de l'émancipation, et c'est ça notre mission, émanciper les marques et les individus ». Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent, émanciper les marques ? Alors, émanciper les marques, en fait, on se rend compte quand on arrive à aller faire ce travail en profondeur dans la marque, c'est quand on arrive à révéler quelque chose qui est au fond de ces marques-là, et on arrive à le révéler au monde, dans la société, pour qu'elle prenne un peu son envol, qu'elle sorte d'une forme de conformisme qu'il y a dans ces deux premières voies, c'est-à-dire souvent un marché, il va y avoir des conventions qui vont le structurer. Il va y avoir pas mal d'acteurs aussi qui vont être en rébellion, qui vont vraiment trouver la voie du contre. Et nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille chercher la voie de l'identité, la voie qui fait que c'est moi, et cette ambition créative qui permet d'émerger. Donc une forme de non-conformisme, je dirais, qui passe par cette émancipation. Et donc oui, la troisième voie, on trouve ça assez intéressant parce que quand on a le choix entre deux voies, on prend toujours la troisième. Et je trouve que ça correspond bien à notre état d'esprit dans notre modèle et dans le travail qu'on fait pour nos clients. La troisième voie, c'est aussi celle que vous avez choisie pour votre expansion à l'international, que vous avez annoncée en milieu d'année, je crois. Mais avec quel modèle ? Parce que c'est très particulier, votre façon de voir les choses. Ouais. En fait, on a fait 3 paris durant les 9 dernières années. Là, on va fêter nos 10 ans l'année prochaine. Donc, en tant qu'agence indépendante, c'est une petite fierté. Le premier pari était le pari des idées, on en parlait tout à l'heure. Le deuxième a été celui de créer une deuxième structure il y a 4 ans, une structure conseil avec les pointures, qui nous permet de toujours pareil, grandir sans grossir, d'avoir une surface d'accompagnement la plus large possible en restant, entre guillemets, le plus petit possible. Là, on est 40 à Paris et 15 maintenant à l'international. Et ce troisième pari, qui est arrivé il y a 1 an et demi à peu près, avec des nouvelles typologies de clients qui sont arrivés à l'agence, des clients qui ont des besoins européens et internationaux. Et donc, on a décidé il y a 1 an et demi, pour 3 raisons, d'ouvrir l'international, et je vais expliquer comment. Déjà, je veux revenir sur les raisons. La première raison, c'était, entre guillemets, protéger Paris. Comment Parce qu'on arrivait à une taille que j'estime parfaite, 40 personnes, il y a une fluidité, j'ai une équipe qui est extraordinaire, et on s'est dit, il ne faut surtout pas qu'on tombe dans l'écueil de pas mal dans notre industrie, il y a une forme de boulimie à vouloir essayer d'être le plus gros possible. Nous, on s'est dit, on va plutôt grandir. Donc, on va essayer de rester le plus possible à cette taille, avec des gros profils seniors, et on va augmenter notre surface d'accompagnement en allant à l'international. La deuxième raison, c'est des clients de plus en plus internationaux. On a gagné VinFast, qui est le Tesla vietnamien, entre guillemets, au niveau européen, en Hollande, en Allemagne. Novotel, qui vient de sortir, qui est devenu européen. Pas mal de marques qu'on accompagne. MyBlend, qu'on a lancé il y a 3 ans pour le groupe Clarins, qui est devenu la deuxième marque du groupe Clarins. Donc on avait des enjeux internationaux. Mais on restait un village d'irréductibles gaulois, et on s'est dit, il faut qu'on sorte de tout ça. Et puis la troisième raison, c'était la différenciation. Si on regarde le marché des agences de pub françaises, il y en a très très peu qui ont fait le pari de l'international, à part dans le luxe, à part dans le corporate, et puis quelques ovnis. Mais en vrai, il y a aussi un vrai élément de différenciation en tant qu'agence. Et donc notre modèle, il est assez simple.
On a retourné le sablier du modèle de développement habituel des réseaux, on va dire, ou des groupes de communication, versus des modèles très centralisés et très verticaux. On a complètement horizontalisé. Ouais. C'est-à-dire que c'est quasiment du peer-to-peer. C'est-à-dire qu'on va chercher dans les pays des associés locaux. Donc, c'est une aventure entrepreneuriale, tout comme Josiane. Ils sont associés. Ce sont des associés locaux. C'est une aventure entrepreneuriale, tout comme Josiane. Ça a été une aventure entrepreneuriale. On l'a créée, moi j'avais 29 ans. Voilà, et il y a cet état d'esprit à l'agence. Là, c'est pareil. On va dans les pays, ça s'appelle Josiane Cities, et puis après, à chaque fois, c'est Josiane Amsterdam, Josiane Los Angeles, etc. Et je reviendrai sur les pays. Mais on va chercher des associés locaux qui sont, entre guillemets, frustrés, peut-être des grands réseaux ou d'une forme d'immobilisme du marché, et qui ont envie de créer leur agence, qui ont envie de créer quelque chose de nouveau, mais qui n'ont pas envie de le faire seul, et qui ont envie de rejoindre une aventure. C'est vraiment une association, pas une stratégie d'acquisition. Non, pas d'acquisition. Ce sont des gens, des humains qui ont une ambition créative, qui ont une ambition dans le business, qui ont envie de faire quelque chose de nouveau. Et Laurent, vous les recrutez comment ? Ah, ça fait... Parce que le sourcing, ça doit être un peu compliqué. En fait, depuis 2 ans, parce que j'ai une équipe extraordinaire à Paris, je peux passer à peu près 1 heure à 2 heures par jour à rencontrer des gens tous les jours. Et petit à petit, par capillarité, on arrive à trouver une personne autour de laquelle on va construire. Et on va s'associer avec entre 2 et 4 personnes. On s'associe entre 2 et 4 personnes par ville. D'accord. Souvent, c'est un team créa, strat, commercial, le trio de choc. Et en fait, ce qu'ils y retrouvent là-dedans, c'est qu'ils peuvent créer une agence sans avoir à la faire grossir plus. Ils peuvent rester le plus petit possible parce que derrière... Vous êtes aligné sur ce plan-là. Exactement. Ouais. Et ce qui est très bien, il y a une forme d'agilité. Donc plutôt que de se dire on va essayer d'être 30, 50 ou 100 dans chaque ville, en vrai, à 5 ou à 10 dans chacune des villes, tu as une agence qui fonctionne. Et derrière, tu as le réseau et ce réseau, entre guillemets, peer-to-peer, où tout le monde travaille réellement ensemble. Parce qu'on va se l'avouer, dans les réseaux internationaux, ils ne travaillent pas réellement ensemble. Donc nous, on essaie de créer cette émulation pour bosser ensemble. Et en vrai, la vraie innovation dans le modèle, c'est que c'est plus leur boîte que la mienne. Et c'est là qu'il y a une innovation. C'est-à-dire qu'ils sont majoritaires dans les pays. Et donc, du coup, ça les motive. C'est leur boîte, en fait. Bien sûr. Et nous, on les fédère et on les aide à se lancer, et en ramenant du business, en ramenant des clients, en les aidant à se structurer, etc. etc. Déployé dans combien de villes, là, actuellement ? Donc là, sur 2 ans, on est sur 5 à 6 villes. Europe, en fait, le premier bloc qu'on voulait faire, c'était l'Europe, parce que proche de nous et beaucoup de sujets européens à traiter chez Josiane. Et puis, à partir du moment où le modèle était fait, à partir du moment où les connexions se créaient, et puis des opportunités sur des pitchs internationaux, avec des problématiques en Amérique du Nord. Donc l'Amérique du Nord est arrivée. Donc là, on se concentre sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, les 2 premières à être existantes aujourd'hui, c'est Amsterdam et Los Angeles. Donc, on fait un peu un grand écart, mais c'est hyper intéressant parce qu'en vrai, Amsterdam, c'est une ouverture sur l'Europe. C'est la ville où on a une influence anglo-saxonne et une créativité qui est vraiment au plus haut niveau européen. Et Los Angeles, c'est la capitale de l'entertainment, c'est la capitale du storytelling, c'est proche d'Hollywood, c'est proche de la tech, c'est proche d'un cœur névralgique qui nous amène de nouvelles façons de penser également. C'est un choc des cultures, c'est que ça en fait. Et c'est ce qui fait, je pense, c'est ces chocs de culture qui fait que les idées et la façon de faire va être différente. Et tout ça sous le nom de Josiane. Exactement. Donc c'est Josiane Amsterdam, Josiane LA, et arrive dans un second temps. Donc on a des débuts de setup et des débuts d'histoire qui commencent à se construire. Là, on est en train de faire émerger des nouvelles agences. Donc ça prend du temps. Montréal, Valletta et l'Italie, Berlin et Londres. Donc il y a une forme de... Mais encore une fois, c'est BBH, il y a 20 ans, qui avait introduit la notion de micro-network. C'est-à-dire que c'est de micro-network. Nous, on aime bien dire, on est la plus petite multinationale de la pub. C'est-à-dire qu'il y a un côté très taille humaine.
en un zoom, on a tout le monde autour de la table. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour nos clients, pour nos marques, ou les leurs, Ouais. en un Slack, tu as accès à des profils internationaux. En un message Slack comme ça, avec une grande réactivité. Ouais. Et en fait, je pense que à la fois la justesse stratégique, l'ambition créative et cette forme d'agilité et de réactivité font une sorte de mélange qui fait qu'aujourd'hui, on arrive peut-être à s'en sortir pas trop mal dans un monde qui est compliqué, dans une industrie qui est compliquée en ce moment, quoi. Merci beaucoup, Laurent Allier. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Josiane. Et on va parler Noël cette semaine dans Marc et moi avec Fanny Appiette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing France de Coca-Cola et on va parler avec vous de la dernière campagne de Noël de la marque. Avant de la regarder, moi j'aimerais bien que vous définissiez un peu le rapport qu'entretient Coca-Cola avec la fête de Noël. Est-ce que c'est un rapport particulier quand même ? Alors c'est un rapport très particulier, je dirais même que c'est une belle histoire, c'est une histoire de longue date. Pour rappel, en fait, on a introduit le premier Père Noël dans les campagnes Coca-Cola il y a maintenant plus de 100 ans, c'était dans les années 1920 en France. Donc c'est une association entre le Père Noël et Coca-Cola que je qualifie moi personnellement de évidente parce qu'elle est tout simplement autour de valeurs qui sont communes, autour de la solidarité, du partage, de la générosité et bien évidemment de la magie. Et la magie des moments ensemble, ça fait partie, nous personnellement, de l'ADN de Coca-Cola depuis le début. Et j'ai envie de dire, on est en train de le vivre aujourd'hui. Il n'y a rien de mieux, rien de plus propice que la période des fêtes de fin d'année, justement pour insuffler tout cet esprit positif, cette joie de vivre, du coup, avec Coca-Cola et les fêtes. Alors justement, on va la regarder tout de suite. My size, with a twinkle in my eyes, I could be Santa Claus. With his reindeer and his sleigh, I'd be up and away. I could be Santa, I could be Santa, I could be Santa Claus. Voilà, cette campagne Libérer le Père Noël qui est en vous. Alors, c'est une campagne très proche des gens. On rentre dans le quotidien, dans les maisons. C'est cette proximité avec le consommateur que vous cherchez à cultiver avec des campagnes comme celle-ci ? Alors, c'est complètement ça. Alors, déjà, il faut savoir que chaque année, on a une campagne qui est incontournable, qui est propre. Donc, cette année, comme vous venez de le dire, c'est ce message très fort, Libérer le Père Noël qui est en vous. Moi, personnellement, je trouve que c'est un message qui résonne beaucoup, tout simplement par le simple fait qui nous rappelle déjà qu'il y a du bon en chacun de nous. Donc je trouve que déjà, ça ne fait pas de mal. Il y a un Père Noël qui sommeille en chacun de nous. Et ça remet un peu au centre des choses et ça nous rappelle l'importance, en fait, de faire du bien autour de nous et que finalement, ce bien commun, il dépend, donc ce bien commun, cette ambiance que l'on crée autour des fêtes festives, joyeuses, il dépend de chacun de nous et des gestes, en fait, et des bonnes actions qu'on va faire dans notre quotidien pour autrui, qu'elles soient petites ou grandes. Donc voilà, ça remet l'être humain au centre des relations humaines, au centre de cette magie ensemble. Et finalement, cette joie de vivre qu'on peut communiquer pendant les fêtes de Noël ne dépend
que de nous et du Père Noël justement qui sommeille en nous. Quels sont les objectifs quand vous faites des campagnes comme ça tous les ans? Parce que j'imagine que c'est pas les ventes, on ne boit pas plus de Coca-Cola à Noël, j'imagine. Donc c'est quoi? C'est la noto? Qu'est-ce que c'est? J'irais dire, c'est beaucoup plus loin que la notoriété, parce que la notoriété de Coca-Cola en France est oui, elle est déjà élevée. Donc. Mais c'est encore une fois de participer à cette magie des fêtes et de insuffler en fait tout cet esprit positif qui nous fait du bien quand même pendant cette période-là. Il faut quand même se le dire, on est en train de le vivre. Il fait froid, il fait nuit tôt, il ne fait pas forcément très bon. Et en fait, d'insuffler tout ce positivisme et j'ai envie de dire cette petite parenthèse autour de notre ADN qui est la magie des moments ensemble, c'est ça en fait notre véritable objectif en termes de communication. Fanny, vous avez mentionné en tout début d'interview l'esprit de solidarité, oui. Et je crois qu'en parallèle de cette campagne, vous avez un engagement assez fort avec la Croix-Rouge. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot de ça? Donc déjà, il faut savoir qu'en France, avec Coca-Cola, on a cette responsabilité sociétale. Donc on est en partenariat avec de nombreuses associations caritatives tout au long de l'année. Oui. Pour les fêtes de Noël, c'est encore plus fort pour nous. On est en partenariat du coup avec la Croix-Rouge en France. Il faut savoir que d'un point de vue mondial, on est en partenariat avec la Croix-Rouge depuis 1917. Donc c'est aussi une association comme le Père Noël de très longue date. Oui. Et donc plus précisément pour la Croix-Rouge en France, donc c'est une opération qu'on a renouvelée, qu'on avait aussi faite en 2022. Elle est autour de 2 initiatives. La première, c'est un don financier de Coca-Cola pour soutenir l'initiative des paniers festifs de la Croix-Rouge en France. C'est tout simplement, en fait, ça permet tout simplement d'apporter des denrées alimentaires plus exceptionnelles au sein des paniers, on va dire, traditionnels alimentaires. Donc, encore une fois, ça participe justement à apporter cette magie à table au maximum de Français. Et on fait aussi un don de nos produits. On donne 20 000 bouteilles en verre de Coca-Cola sans sucre pour justement aussi ces paniers festifs. Alors, la communication de Coca-Cola est sur plusieurs leviers. On a parlé de la campagne, mais il y a aussi une troisième opération simultanée qui est que vous invitez les consommateurs à concevoir des cartes de vœux digitalisées à l'aide d'une IA sur le portail qui s'appelle Create Real Magic. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette opération un peu originale? Tout à fait. Donc on a un dispositif d'envergure pour cette campagne des fêtes de fin d'année, un dispositif 360 degrés, dont si vous voulez on pourra revenir plus en détail aussi. Et il est très important pour nous de ne pas seulement proposer, j'ai envie de dire, du contenu publicitaire où finalement nos consommateurs sont spectateurs de ce, oui, c'est très vertical, de ce contenu-là, voilà, mais du contenu des expériences digitale en utilisant justement l'intelligence artificielle parce qu'on a cette volonté d'un point de vue mondial d'avoir cette transformation numérique, donc vers plus d'expériences digitales. Et donc on a créé depuis mars cette année cet outil hébergé du coup sur notre portail web que, comme vous l'avez dit, s'appelle Create Real Magic. Il y a 2 initiatives, donc il y en a une qu'on a créée en mars, mais si vous voulez, je vais plutôt vous détailler celle des fêtes de fin d'année qui dépoussière les cartes de vœux. En fait, je pense qu'on a tous fait des cartes de vœux. Aujourd'hui, on connaît les cartes de vœux digitales. Aujourd'hui, on va venir personnaliser ces cartes de vœux. Pour moi, personnellement, je vois l'intelligence artificielle comme le nouvel outil de personnalisation. Donc, en fait, on dicte à l'outil les mots de notre choix, la carte de vœux que l'on souhaite. Et en fait, l'outil va venir composer la carte de vœux en se sourçant des archives de Coca-Cola. Donc, je vous disais, ça fait 100 ans qu'on fait des communications, donc on se retrouve avec des créations complètement originales que vous pouvez voir notamment sur Internet, sur LinkedIn, sur plusieurs réseaux sociaux de compositions originales, jamais vues et qui sont uniques pour chacun des consommateurs. Merci beaucoup Fanny Appiette. Je rappelle que vous êtes la directrice marketing France de Coca-Cola. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mark & Strat sur Bismart.